Nous sommes maintenant avec Mme Christelle Cornelis et M. Alain Bérubé de la Société d'Alzheimer des Laurentides qui sont avec nous pour parler un petit peu de la maladie, mais également parler d'un événement qu'ils organisent à la fin du mois. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merveilleux. Merci d'être avec nous. Je vais d'abord commencer avec une question pour Mme Cornelis. La maladie d'Alzheimer, on est tous un petit peu au courant de quoi il s'agit, mais si vous pouviez préciser la notion d'Alzheimer pour nous, s'il vous plaît. Dans le fond, c'est des pertes de mémoire à court terme, de la désorganisation. Il y a plusieurs pertes de mémoire. Donc, c'est ça, la personne, dans le fond, désapprend ce qu'elle a appris en grandissant. Donc, on voit les personnes qui peuvent, dans le fond, même arrêter de respirer, donc désapprendre la respiration, désapprendre d'avaler aussi. C'est pour ça que des fois, on dit que les personnes décèdent de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est faux, c'est qu'ils décèdent des suites. Donc, la personne, elle oublie de respirer ou elle oublie d'avaler. Mais ça, c'est dans les cas les plus avancés de la maladie. Donc, dans la maladie, il y a 3 formes. Il y a la forme légère, la forme modérée et la forme sévère. Et la personne perd ses capacités de plus en plus, donc dans le fond. Puis, on sait qu'on peut déceler des signes de la maladie jusqu'à 10 à 20 ans avant, donc les premiers signes de la maladie. J'aimerais préciser un petit peu, s'il vous plaît, désapprendre, parce que je sais ce qu'est oublier un souvenir, ce qui est une perte de mémoire. Donc, oublier quelque chose un souvenir que l'on oublie. Mais là, c'est important de distinguer entre, il y a certaines maladies qui ce sont des afflictions musculaires et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas avaler ou qu'on ne peut pas marcher ou qu'on ne peut pas faire quelques petites choses. Mais là, désapprendre, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je ne suis pas certain. Bien, dans le fond, c'est que la maladie d'Alzheimer, donc si on imagine une ligne de temps, ici, maintenant, puis la naissance, donc la personne, elle va oublier les événements les plus récents. Et plus la maladie va avancer, plus, je vais dire, les oublis vont avancer aussi jusqu'à un moment donné où la personne ne reconnaîtra plus ses proches, ne reconnaîtra plus les aliments, ne pourra plus faire la distinction entre une fourchette et un couteau, ne saura plus comment se brosser les dents. Donc, tout ce qu'on a appris, bien, la personne, elle va l'oublier dans le fond. D'où l'importance de trouver un remède à cette maladie-là, de lever des fonds pour s'adresser à la problématique. Et c'est à cet endroit-ci que M. Bérubé, vous nous parlez de l'événement qui va avoir lieu le 26 mai, je crois. C'est ça, c'est notre principale levée de fonds, la Marche pour l'Alzheimer et gestion de patrimoine, qui se déroule toujours à la fin du mois de mai, donc cette année, le 26 mai. Et cette année, nous aurons 3 endroits où la marche va se tenir. Il y a Mont-Tremblant, évidemment, Saint-Sauveur et Blainville. Et le départ de la marche aux 3 endroits, ça fait à 11 heures. Et ce que je pourrais mentionner également, c'est qu'au niveau du Québec, présentement, on a 170 000 personnes qui sont atteintes de la maladie. Et d'ici 2050, on prévoit que ça va plus que doubler. On sera peut-être rendu à 360 000 personnes. Et dans les Laurentides, on a à peu près 10 000 personnes qui sont touchées par cette maladie. Et évidemment, pour l'événement qui s'en vient le 26 mai, on espère atteindre notre objectif qui est de 30 000 $. Et l'an passé, on était à peu près à 24 000 $ qu'on a amassé. Alors, on espère atteindre notre 30 000 $ cette année. Vous avez mentionné 170 000 Québécois qui souffrent de cette maladie-là. C'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croirait. Oui. Est-ce qu'il y a des symptômes précurseurs qu'on pourrait déceler pour en faire comme l'identification au préalable pour tout de suite interagir ou agir pour prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Oui, tout à fait. Mais là, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut faire attention parce que des troubles de mémoire, on peut en avoir à différents... J'en ai tous les jours. C'est ça, à différentes étapes de notre vie pour différentes raisons. Donc, moi, je conseille toujours que si on a la chance d'avoir un médecin de famille, si on a peur d'avoir des troubles de mémoire, on aille voir le médecin de famille ou l'infirmière au GMF, sinon le 8AA option 3. Eux, ils nous font passer une grosse batterie de tests parce qu'il faut savoir que si on fait de l'apnée du sommeil non soignée, si on a un diabète non soigné, si on a une dépression, si on a un déficit d'attention, toutes ces choses-là font en sorte qu'on peut avoir des troubles de mémoire, mais qui ne sont pas nécessairement associés à la maladie d'Alzheimer. Vu qu'on en fait beaucoup plus la promotion à l'heure actuelle, c'est qu'on est beaucoup plus sensible au niveau de la maladie d'Alzheimer. Nous, on reçoit des proches aidants dans notre bureau qui nous disent « Hey, j'ai oublié un rendez-vous, j'ai la maladie d'Alzheimer chez nous. » Non, calmez-vous. Ça peut être le stress qui peut déclencher quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Donc, la première étape, c'est d'aller voir son médecin de famille. Il fait
en bon français, un check-up complet. Si tout est beau, à ce moment-là, il va investiguer au niveau des troubles neurocognitifs, des petits tests. Des petits tests de mémoire, dessiner une horloge, compter à l'envers, etc. Et à ce moment-là, il peut regarder s'il y a un trouble neurocognitif. Puis là, s'il doute, à ce moment-là, ils envoient en clinique de gériatrie. Mais si on est à la maison, par exemple, et qu'on remarque qu'il y a des choses qu'on faisait avant puis qu'on ne fait plus maintenant. Donc, il faut savoir qu'une personne, si elle a des troubles de mémoire, depuis le début de sa vie, il va en avoir à la fin. Donc, on compare toujours une personne avec ce qu'elle était avant. Et dans le fond, si on n'arrive plus à faire les activités qu'on faisait avant, nos activités de la vie de tous les jours, là, on peut commencer à se poser des questions. Donc, effectivement, il y a des signes précurseurs. Donc, avoir des problèmes de langage, par exemple. Ne plus savoir, on regarde un animal, puis on ne sait plus si c'est un chat ou un chien. Avoir de la difficulté avec les notions abstraites, donc ne plus savoir faire ses comptes ou faire les impôts alors qu'on l'a toujours fait. Des pertes d'orientation, donc on allait tout le temps chercher notre courrier à la boîte à mal, le même trajet, puis on se perd. On a aussi des problèmes de comportement, des problèmes de changement d'humeur qui peuvent arriver. On a aussi la personne qui des objets égarés, donc elle peut ranger, on peut retrouver je sais pas moi, une chaussure dans le frigo par exemple. Donc tout ça, ce sont des signes avant-coureurs, mais qui ne veulent pas dire qu'on a nécessairement la maladie. Donc oui, il faut faire un petit peu attention, puis je pense qu'avoir une bonne hygiène de vie, continuer à faire marcher son cerveau parce qu'on sait qu'on a une certaine réserve cognitive. Donc toutes les personnes qui ont fait des hautes études, qui ont stimulé leur cerveau, qui ont une bonne hygiène de vie, partent déjà avec une longueur d'avance. Une longueur d'avance, mais on sait qu'il y a des facteurs de risque et des facteurs de protection aussi. On sait que le premier facteur de risque, c'est l'âge. Malheureusement, on est plus à risque d'avoir des troubles neurocognitifs avec l'âge. Les femmes, on est plus à risque parce qu'on est des femmes. Probablement au niveau des hormones, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Les hommes décèdent plus vite de maladies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Mais tout ce qui est, comme j'ai dit, cholestérol, diabète, hygiène de vie, ça, c'est des choses qu'on peut modifier. Puis il faut savoir, dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux formes. Il y a la forme génétique, qui est beaucoup plus rare, qui, dans le fond, si on a deux parents qui ont la maladie d'Alzheimer, on a 70% des risques d'avoir la maladie. Si un des deux parents, 50%. Ça, comment on le sait? Ponction lombaire, prise de sang. C'est à peu près 5 à 7%, ça, des formes de maladie d'Alzheimer. Puis la forme traditionnelle, qui est à peu près 95%, puis qui, elle, peut commencer à 65 ans et plus. Là. Vous avez mentionné les proches aidants. Et c'est important d'en parler. Et là, je vais m'adresser à M. Bérubé, parce que les proches aidants sont tout aussi affligés par cette maladie que les gens qui portent le gène ou les gens qui développent la maladie. Donc, c'est important de les aider également. Et donc, en trouvant un remède ou en trouvant juste des solutions pour leur venir en aide, on adresse l'enjeu ou la problématique plus en général. Et donc, la marche, le 26 mai, comment est-ce qu'on peut s'impliquer, comment est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer et contribuer à trouver des solutions pour les gens qui sont affligés par la maladie et leurs proches aidants? Alors, c'est simple, on peut aller sur notre site alzheimer.com et puis à ce moment-là, il y a un endroit événements. On clique sur événements, marche pour l'Alzheimer et après ça, on voit la définition de différentes villes, les 3 villes que je parlais en fait tantôt. Et pour la région de Mont-Tremblant, on clique sur Mont-Tremblant. Il y a des équipes qui sont déjà inscrites. On peut s'inscrire en équipe, on peut s'inscrire individuellement et on peut s'inscrire également la journée même de l'événement le 26 mai. Je rappelle que c'est un espace d'à peu près, je dirais, 3 km qu'on va marcher pour l'occasion et le départ se fait à l'espace public cette année. Alors ça, c'est important de le mentionner. Les 2 dernières années, c'était à différents endroits dans Mont-Tremblant, mais cette année, on part de l'espace public et ça peut prendre peut-être 30-45 minutes pour faire la marche. Évidemment, on souhaite que les gens s'inscrivent le plus possible, mais évidemment, on n'est pas nécessairement obligé de s'inscrire. On peut participer à une équipe, dire, OK, ma conjointe a créé une équipe, je vais lui donner des amis. On invite les gens à participer en grand nombre d'une façon ou d'une autre afin qu'on puisse ramasser vraiment le plus de sous possible pour toute la région des Laurentides pour cet événement-là. Madame Cornelis, vous avez mentionné des facteurs d'hygiène et je veux que vous précisiez cela parce que
c'est beaucoup plus que simplement se brosser les dents 2 fois par jour. Préciser donc cette notion d'hygiène qui va faire en sorte que nous pourrions retarder le développement de la maladie ou contrer la maladie, tout simplement. Mais c'est sûr qu'on reviendra tantôt parce que tu as parlé de traitement, mais c'est des facteurs de risque de protection, donc on ne peut pas dire à l'heure actuelle la maladie d'Alzheimer, c'est multifactoriel, si ce n'est pas la forme génétique. Donc oui, on parle de bonne hygiène de vie, mais parce que je sais que dans certaines régions, on a suspecté le plomb dans l'eau, etc. On n'en est pas là. Là, il faut bien manger, bien s'alimenter, faire de l'exercice. Donc dans le fond, tout ça, c'est bon pour toutes les maladies. Hygiène, ça veut dire comportement de vie plus que tout simplement se nettoyer. Oui, non, c'est beaucoup plus large que ça. Tout à fait. Puis je veux revenir au niveau pour les traitements. À l'heure actuelle, malheureusement, on n'a pas de traitement en tant que tel. La maladie ne se guérit pas. C'est neurodégénératif. Ce qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché de l'emploi, le marché, c'est des médicaments que j'appelle ça une béquille, une troisième béquille. Mais à un moment donné, il y a tellement de pertes que le médicament ne fait plus effet. Et la recherche est sur la prévention parce qu'on sait que plus on peut prévenir la maladie tôt, plus on peut aider les proches aidants aussi, on l'a dit tantôt, à ce qu'ils soient entourés, qu'ils s'épuisent moins, mais aussi ça va continuer à la personne qui a des troubles neurocognitifs de continuer à faire des choses. Puis notre philosophie dans les sociétés Alzheimer, c'est qu'on travaille sur les forces de la faiblesse, les forces de la personne non plus avec leurs faiblesses. Donc c'est sûr que si une personne était une grande cuisinière puis qu'elle est plus capable de faire à manger, bon, on va quand même la faire participer à des activités, même si les carottes ne sont pas coupées correctement, c'est pas grave. Oui. Elle va continuer parce qu'on veut garder stimulant, c'est stimulant. Puis la maladie on va l'aider à progresser moins vite. J'ai l'impression que l'Alzheimer, du début du diagnostic, ça peut rapidement devenir comme un cercle vicieux, dans le sens où j'ai l'impression que pour le plus possible, si on veut contrer la progression de la maladie, il faut rester optimiste, il faut rester upbeat. Mais lorsqu'on découvre des symptômes, lorsqu'on voit qu'on a des symptômes qui se développent de plus en plus, on devient pessimiste, on voit que la maladie progresse, on devient plus triste, on s'afflige, on se recreville, on se referme sur nous-mêmes, on devient dépressif. Et donc ça doit accélérer la progression de la maladie encore plus. Et là, on devient plus pessimiste. Donc j'ai l'impression que c'est important d'avoir dans sa vie des proches aidants qui vont être optimistes ou qui vont être capables de faire face de façon courageuse à la maladie pour que la personne se sente pas si pessimiste ou triste et donc tenter de retarder le développement, si on veut? Bien, c'est sûr qu'il faut souligner l'apport des proches aidants. Les proches aidants, on l'a vu avec la pandémie, s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été encore plus catastrophique. Mais il faut faire la distinction, c'est que la non-reconnaissance de la maladie est un facteur, ça fait partie de la maladie. Il y a des personnes, quand on reçoit un diagnostic de n'importe quelle maladie, on est dans un processus on accuse le coup. Donc c'est normal qu'on se recroqueville sur nous-mêmes, etc. Plus tôt la maladie est déclarée, plus tôt la personne, des fois, elle va s'en rendre compte, puis ça va lui faire du mal. Mais il y a des personnes qui ne reconnaissent pas qu'elles ont la maladie. Donc je ne peux pas dire que c'est plus facile pour elles, mais dans un sens, vu qu'elles ne reconnaissent pas, on n'a pas de garantie qu'elle souffre ou qu'elle ne souffre pas. Mais c'est ça, au niveau des proches aidants, c'est sûr que pour eux, c'est très difficile de voir, on parle d'un deuil blanc, de voir la personne qui n'est plus ce qu'elle était avant. Puis moi, j'ai des proches aidants qui me disent, si je l'avais connue comme ça, je ne l'aurais pas mariée. Je veux parler de ça parce que vous avez dit qui n'est plus ce qu'ils étaient avant. Je trouve que cette tournure de phrase est très, très, très intéressante et très, très importante parce que je suis allé voir une pièce de théâtre d'une couple de semaines et c'était en fait la comédienne qui avait enregistré sa grand-mère, pendant des années au fur et à mesure que l'Alzheimer se développait. Et une chose que cette vieille dame, cette grand-mère a dit qui m'a vraiment marqué, c'est « je perds qui je suis ». Donc c'est ce pronom relatif-là qu'elle utilise. Vous avez utilisé Q-U'-I-L. Ce qu'il est. Donc, c'est deux trucs différents ou est-ce que c'est la même chose dans le sens, est-ce qu'une personne est définie par ses souvenirs et lorsqu'elle perd ces souvenirs-là, elle perd sa personne, elle perd qui elle est? Bien, dans le fond, une personne qui a des troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer n'est pas définie par la maladie. En arrière, il y a une personne qui est plus vulnérable. Oui, mais elle perd cette personne-là. Mais c'est parce que la personne qui s'en rend compte n'est plus pareil, puis les proches aidants le voient aussi. Donc, dans le fond, une chose, ça peut être positif aussi. J'ai eu une expérience où
une maman, donc c'est sa fille qui est la proche aidante, la maman diagnostic de maladie d'Alzheimer. Puis dans son éducation, la maman, elle, dans le fond, était une éducation où elle ne disait pas « je t'aime » à ses enfants, puis elle n'était pas très maternante. Mais avec la maladie, les barrières tombent et il n'y a plus d'inhibition. Puis la proche aidante nous disait, ben moi actuellement j'ai la maman que j'ai toujours voulu parce que elle me fait des câlins, elle vient vers moi. Donc les personnes sont différentes dans le sens OK, donc c'est pas juste perdre des souvenirs et perdre la mémoire, c'est avoir un changement de personnalité. Ça fait partie des signes de la maladie aussi, effectivement, oui. Mais c'est ça, la personne est plus comme avant. Donc tu sais, si c'était une personne qui était coquette, puis que là, avec la maladie, elle a une perte d'intérêt. Elle n'a plus le goût de faire des choses, donc elle va être moins coquette. Plus froide, plus refermée. Donc, c'est ça. C'est vraiment la maladie en tant que telle. Mais la personne est toujours là, puis il y a encore des belles choses à faire avec la personne, là. C'est juste que les choses se font, mais différemment. Dans votre expérience, qu'est-ce qui semble être le plus difficile pour les personnes proches aidantes? Est-ce que c'est de devoir aider avec les activités communes quotidiennes ou c'est ce côté de perdre qui j'ai marié? Perdre la personnalité que j'aimais tant? Qu'est-ce qui semble être plus difficile? Je ne peux pas dire qu'il y a... Les deux doivent être Les deux sont difficiles, mais ce que je te dirais à l'heure actuelle, c'est les proches aidants crient après des services. Ils ont besoin de répit, ils ont besoin de services. Puis, effectivement, ça c'est très difficile pour eux, là. Vous vouliez mentionner quelque chose à ce propos, M. Bérubé? Oui, justement, en parlant de services, je peux vous donner quelques chiffres. En 2022-2023, les intervenantes de la Société Alzheimer-Laurentides ont effectué 5265 interventions téléphoniques, 214 rencontres individuelles, 195 rencontres familiales, 12 groupes de soutien, 224 séances en répit dépannage et 2285 répits, accompagnement, stimulation à domicile. Alors, pour donner tous ces services-là, c'est certain qu'on a besoin de sous et c'est la raison pour laquelle on fait la marche pour l'Alzheimer et gestion de patrimoine. Et cette année, pour la région de Mont-Tremblant, c'est Mme Karine Etier qui est la présidente d'honneur de l'événement. Parle-moi de l'événement. Est-ce que c'est... Parce que c'est un événement pour lever des fonds pour une maladie grave, inquiétante. La situation est inquiétante. Vous l'avez mentionné, on va être 300 000 dans quelques années au Québec affligés par cette maladie. Est-ce que l'atmosphère, est-ce que l'attitude à l'événement, c'est sombre, c'est recueilli, ou est-ce qu'on tente de célébrer la vie des personnes qui sont affligées par cette maladie, puis c'est une marche joviale, heureuse, ou est-ce que c'est plus, comme j'ai dit, sombre? Non, je vous dirais que... C'est entre les deux? Peut-être pas entre les deux, oui, mais par rapport aux 2 dernières années où j'étais là aussi pour la marque, on voit que les gens veulent s'impliquer. Ils savent la gravité de la maladie. Et puis, il n'y a pas rien de triste, si on veut, concernant cette marche-là. Au contraire, on s'encourage, on dit, c'est certain qu'on va aller chercher le plus d'argent possible, mais on voit que les gens veulent participer et puis faire en sorte d'en parler à d'autres personnes autour d'elles pour pouvoir dire, OK, viens marcher avec nous autres, on va avoir du plaisir. Il y a des activités qui sont organisées aussi. Alors, je pense que c'est important de voir cette marche-là comme un événement positif pour la Société Alzheimer. Tout à fait. Le système de soutien de ces personnes-là. Une personne affligée, une personne qui a l'Alzheimer a un proche aidant ou 2 ou 3 peut-être, mais c'est important qu'il y ait derrière ces 2, 3 proches aidants-là un système de soutien également. Je pense que quelqu'un m'avait dit puis je me souviens plus si c'était pour l'Alzheimer ou pour une autre maladie, mais pour chaque proche aidant, lui-même doit avoir 3 ou 4 personnes qui sont prêtes à l'aider dans son quotidien avec les enfants, avec le gardiennage, avec l'épicerie. Et donc, c'est comme une pyramide. Nous, on voit la personne qui a l'Alzheimer, mais en dessous, il y a des étages et des étages de personnes qui sont pas obligées, mais qui ont quasiment un devoir de répondre à l'appel et d'aider les personnes et les étages de personnes qui aident la personne qui a l'Alzheimer. Donc, ça afflige tellement de personnes la maladie qu'on ne voit pas. Tout à fait. Puis je dirais qu'on voit un changement de paradigme, on voit énormément. J'ai dit, la majorité des proches aidants sont des femmes aussi. Et il y a de plus en plus de jeunes proches aidants, même des proches aidants adolescents, donc, parce que des proches aidants sur le marché du travail. Donc, c'est sûr que ça leur amène beaucoup plus de difficultés. Conciliation travail-famille, conciliation enfant. Donc, les organismes communautaires, oui, nous, on est la Société Alzheimer. Il y a d'autres organismes communautaires aussi qui œuvrent dans cette belle communauté-là. Et on est là pour les aider, pour leur offrir un filet de sécurité. Puis là, il y a quelques années, je pense 2 ans, une entente avec le ministère, puis l'appui des proches aidants, une entente où dès qu'il y a un diagnostic qui est émis de troubles neurocognitifs, parce qu'il n'y a pas juste la maladie d'Alzheimer, la personne est référée, suivant son code postal, dans les sociétés Alzheimer. Donc nous, ça nous permet de prendre en charge la personne
plus rapidement possible, parce qu'on l'a dit tantôt, en 2050, il y aura 144% d'augmentation. Tu parlais de près du double, mais c'est 144% d'augmentation des troubles neurocognitifs, parce que la pyramide des âges est inversée. On a beaucoup plus de personnes vieillissantes, puis le vieillissement est le premier facteur de risque. Dernière question pour Madame, puis ensuite je reviens à vous, M. Bérubé. Il y a eu pendant des années et des années, il y a eu pendant toujours, jusqu'à tout récemment, un tabou autour de la santé mentale. On n'en parlait pas. Mais ça, c'était plus du côté dépression, du côté suicide, de ce côté de la santé mentale. Est-ce qu'il y avait un tabou similaire du côté de l'Alzheimer parce que c'était considéré santé mentale? Oui, dans le fond, pardon, on est encore dans des tabous actuellement. Donc, dans le fond, on n'utilise plus le terme démence. En anglais, c'est dementia. Ça a été traduit parce que la démence se réfère à la sénilité. Mais dans le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux, dans les versions antérieures, ce terme-là était encore utilisé. Mais là, les gens nous disent « Ah, je ne suis pas folle, je fais de la démence. » Mais il y a encore cet amalgame là-bas. Puis, ce qui fait que les gens n'osent pas en parler parce qu'ils préfèrent que ce soit caché. Les plus jeunes générations en parlent, mais il y a encore, c'est encore tabou, on n'en parle pas encore suffisamment. Puis, j'étais la semaine passée avec d'autres sociétés Alzheimer qui ont commencé à aller faire des représentations dans les écoles primaires et pour parler. Puis il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont sortis aussi sur papier à l'Alzheimer, puis expliquer aux enfants, aux jeunes générations que la personne n'est pas définie avec la maladie d'Alzheimer. C'est encore une personne, il y a encore des choses à faire. Puis oui, ça va être plus difficile, on va devoir s'adapter parce que c'est les proches aidants qui doivent s'adapter, les personnes ne peuvent plus s'adapter à nous, elles n'ont plus la capacité, mais il faut qu'on en parle encore de plus en plus. Là. Y a-t-il des... Parce que je pense à certaines conditions, certaines maladies ou certaines causes pour laquelle c'est facile de trouver un porte-parole. Pour l'Alzheimer, on ne peut pas avoir cette même facilité de trouver un porte-parole que ça, parce que les personnes affligées par l'Alzheimer peuvent commencer à se détériorer rapidement. Puis je trouve que, en fait, ce processus-là de trouver un porte-parole ou ce processus-là d'en parler peut être compliqué par la nature même de la maladie. Bien, dans le fond, il y a une méconnaissance. Il y a encore une méconnaissance de la maladie parce que la personne dit « Ah, maladie d'Alzheimer, il va oublier, puis il ne nous reconnaîtra plus. » C'est pas vrai. On peut mettre des jumeaux identiques. Ils vont évoluer différemment avec la maladie d'Alzheimer. Mais il faut qu'on en parle que oui, ça reste une maladie, mais il y a encore des belles choses à faire là. Il y a encore des belles choses à faire avec les personnes qui ont des troubles neurocognitifs. Elles ne sont pas définies par leur maladie, loin de là. Monsieur Bérubé, quelques détails restants sur la marche. Oui, effectivement, vous parliez justement d'un porte-parole ou d'une porte-parole au niveau du Québec. C'est la comédienne Anne-Élisabeth Bossé qui est la porte-parole de cette année pour la société, les sociétés, en fait, la Fédération Alzheimer. Ce que j'aimerais mentionner en terminant, c'est que notre marche du 26 mai, comme je le mentionnais, c'est à l'espace public et le départ se fait à 11h le matin. Alors, on invite les gens à venir s'inscrire sur place, comme je le mentionnais tantôt, ou sur notre site. Et si vous ne marchez pas, vous pouvez toujours faire un don. Le moindre petit sou est important. Alors, c'est le message que je voulais terminer. Puis le site web, c'est? C'est Alzheimer, www.alzheimer.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était très intense. Puis on se croise les doigts pour que le plus de personnes possible se présentent et contribuent à la noble cause. Merci beaucoup. Merci.